La plupart des douleurs chroniques, puisqu'on peut parler de douleurs chroniques dans la fibromyalgie, sont des douleurs invisibles pour la plupart, ou en tout cas qui n'ont pas de substrat forcément très clair. Et c'est ce qui fait un peu la difficulté. On n'a du coup pas de traitement validé par la science, on n'a pas de diagnostic biologique ou d'imagerie, donc c'est un diagnostic posé uniquement sur les symptômes, donc sur l'interrogatoire du patient. Pour tous les médecins, c'est quand même d'un point de vue conceptuel un peu plus compliqué à aborder, à appréhender, parce qu'on est vraiment uniquement sur l'interaction, la relation qu'on a avec nos patients et sur les plaintes des patients. Le premier abord, c'est essayer de retracer l'historique, de voir s'il n'y a pas de facteurs déclenchants, de connaître dans le détail les symptomatologies, l'évolution des symptômes et de se rendre compte si ça pourrait pas évoquer une pathologie classique, si j'ose dire. En tout cas, de mon point de vue, je pense pas que ce soit le rôle du médecin généraliste de poser le diagnostic de fibromyalgie, qui est à mon avis un diagnostic difficile, mais peut-être en tout cas d'en faire une hypothèse et d'essayer de la faire confirmer par divers spécialistes, ce qui n'est pas toujours évident, ni pour le patient à accepter l'idée d'avoir cette pathologie, ni pour les médecins de poser le mot fibromyalgie. Passer du temps à chercher si nos patients souffrent d'une autre maladie, faire des examens d'imagerie, vu qu'il y a des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, faire des examens neurophysiologiques ou des examens biologiques, c'est un passage obligé et on voit bien que même les médecins spécialisés en fibromyalgie font ces examens-là pour ne pas omettre ce qu'on appelle nous des diagnostics différentiels, c'est-à-dire d'autres maladies qui pourraient donner des symptômes équivalents. Notre responsabilité, c'est d'essayer d'orienter au mieux le patient lorsqu'il nous le demande, vers un rhumato, vers un neurologue, vers un centre antidouleur, et aussi d'essayer de faire le point, puisque parfois ces divers spécialistes ne confrontent pas leur point de vue, et de notre côté, c'est essayer de faire la synthèse de ces différents points de vue, parfois de réexpliquer au patient, de redire, de recentrer le patient sur ce qui nous paraît les points clés vers lesquels aller. Donc je pense qu'effectivement, dans ce sens, la place du médecin généraliste dans ce type de pathologie, et je dirais dans les pathologies chroniques en général, elle est relativement centrale parce qu'elle permet de récupérer toutes les informations et d'essayer d'en faire une synthèse pour que le patient ait une direction qu'il puisse suivre avec quelque chose de plus clair que ce parcours effectivement parfois erratique ou explosé. On voit très bien que la médecine n'a pas de réponse univoque, de réponse magique. Et certains médecins vont renvoyer la faute sur le malade en parlant de simulation. De mon point de vue, la relation avec nos patients est basée sur la confiance. Et évidemment, il n'y a pas de lieu de simulation, ou en tout cas, il n'y a même pas la question à se poser. Pour moi, ça ne change rien à la prise en charge, mais effectivement, agresser les patients en les traitant de simulateurs ou de simulatrices est tout ce qui est de plus inconstructif ou de plus négatif pour la relation et pour l'évolution vers les patients. Ce n'est ni la faute des patients, les patients ne seront jamais coupables d'être malades, généralement ne le désirent pas, ou en tout cas pas consciemment. Et donc notre devoir, c'est effectivement de les accompagner dans une relation de confiance, quel que soit notre point de vue là-dessus. C'est-à-dire qu'on peut avoir un point de vue psychosomatique, neurologique, immunologique. Ça ne changera pas la prise en charge, ça ne changera pas l'écoute qu'on doit porter au patient. À chaque fois, c'est le patient qui a la réponse, le patient qui va nous donner son point de vue sur l'évolution de ses symptômes, la réponse au traitement. Dans toute pathologie chronique, il y a ce phénomène-là d'usure, de difficulté à accepter, de déni au départ, puis de colère, etc. Toute une série de phases qui s'enchaînent. Chaque patient bat à son rythme. Et au cours de ces phases-là, il y a forcément des moments où le moral baisse. Et puis quand on souffre,
ça impacte forcément le moral, on a une qualité de vie altérée. Et pour moi, ça fait partie de la prise en charge globale. C'est une sorte de vase communicant. Si on souffre, les douleurs ressenties vont être perçues, intégrées par le cerveau et probablement perçues plus intenses. Et si on a un moral meilleur, ces mêmes douleurs vont peut-être être perçues un peu moins parce on aura une capacité à passer par-dessus, à évoluer ou à vivre de façon la plus normale possible, ou en tout cas la moins impactée possible. Mais être dans l'acceptation d'avoir une pathologie chronique et de devoir faire avec au mieux, donc en essayant de se soulager, en essayant de se traiter au mieux, ça permet effectivement de ne plus être passif mais d'être actif sur sa maladie. On voit bien que les patients qui se sortent le mieux des pathologies chroniques sont les patients qui ont la main sur leur pathologie, qui sont dynamiques vis-à-vis d'elle, qui se documentent, qui réfléchissent, qui sont observants, qui sont dans une dynamique finalement positive malgré les difficultés inhérentes à la pathologie chronique. Un patient, au cours de sa trajectoire de soins, va rencontrer de multiples points de vue sur cette maladie-là. Et c'est là toute la difficulté d'arriver à se forger une opinion, une pensée sur sa maladie ou sur son syndrome, à la vue de tous ces points de vue-là, à l'écoute de ces points de vue-là, et puis aussi choisir les soignants. Nous, en tant que soignants, ne choisissons pas nos patients, et plutôt nos patients qui nous choisissent. Et c'est peut-être là qu'une partie de l'alliance thérapeutique, de la relation médecin-malade se noue et qui, à mon avis, est le plus important pour les patients.